Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Tonia raconte. Halloween est une période où nos craintes et nos mauvais rêves ressurgissent. Courir après la tombée de la nuit dans les rues peuplées de fantômes, de gobelins et de clowns effrayants, ou s'installer confortablement dans son canapé pour un marathon de films d'horreur, c'est un jour où nous aimons jouer avec nos peurs. Mais même pendant cette période si particulière de l'année, nous devons rester vigilants et résister pour ne pas sombrer dans cette obsession ridicule, la propagation de fausses histoires sur les médias sociaux. Pour parer au mauvais esprit de la désinformation, je vais vous raconter l'origine d'un mythe Halloween le plus connu de tous, les bonbons empoisonnés. Lames de rasoir, poison, drogue, LSD, on trouve de tout dans les bonbons au fil des ans. Des adultes sadiques voulant faire du mal aux enfants, nous dit-on. Ces dernières années, les images de clous et autres objets étrangers dans les bonbons ont balayé les médias sociaux. Joël Best, professeur de sociologie et de justice pénale à l'université du Delaware, a examiné des cas rapportés remontant jusqu'en 1958. Monsieur Best a déclaré qu'il était incapable de trouver un rapport corroboré selon lequel un enfant aurait été tué ou blessé par une friandise contaminée. Les récits de friandises contaminées sont des légendes urbaines, mais comme toute légende, le mythe trouve sa source dans une histoire bien réelle. 1974, à Deer Park, au Texas. La nuit d'Halloween était fraîche et pluvieuse, mais bien que la bruine ait pu exiger que les sorcières, les fées et les fantômes rôdant dans les rues portent des imperméables, elle n'a pas diminué leur motivation pour faire la chasse aux bonbons. Ronald Clark O'Brien et son ami Jim Bates avaient chacun une fille et un garçon. Ils ont rassemblé les lampes de poche, les parapluies et ont accompagné leurs 4 enfants faire le tour du quartier. Au cours de la soirée, les enfants sonnèrent à une maison sombre. Ils ne reçurent aucune réponse. Impatients, ils se mirent à courir jusqu'à la prochaine maison. O'Brien resta un bref moment seul sous le porche de la maison éteinte. Et peu après, il a rejoint le groupe en tenant des tubes de plastique à la main. Il s'écria gaiement. « Regardez ce qu'ils m'ont donné !» O'Brien a montré des bâtons géants de Pixie Sticks aux enfants. Il les a gardés dans sa main jusqu'à ce que le groupe rentre à la maison des Bates. Il a mis les bonbons sur la table, il y en avait 5. La fille de Jim Bates déclarera plus tard « Il m'en a remis un à mon frère et un à chacun de ses enfants. Il en restait un et la sonnette a retenti. C'étaient des enfants du quartier qui criaient « Des bonbons ou un sort !» O'Brien a distribué le Pixie Sticks supplémentaire à l'un d'eux. Après une joyeuse soirée, Ronald Clark O'Brien et ses 2 enfants sont rentrés chez eux. Dans la maison des Bates, les enfants demandent à manger un bonbon avant d'aller au lit et le fils insiste pour manger le Pixie Sticks. Mais sa mère refuse, disant que la poudre risque de se renverser partout dans la maison et qu'il pourra le manger demain. Au même moment, chez les O'Brien, le petit Timothy fait la même demande. Et son père accepte. Il a beaucoup de difficultés à ouvrir le bonbon qui est fermé avec une agrafe. C'est donc son père, Ronald, qui l'aide à en extraire la poudre et la lui verse directement dans la bouche. Timothy se plaint rapidement du goût amer du bonbon et reçut du Kool-Aid pour faire passer le mauvais goût. Peu après, Timothy a commencé à se plaindre de maux de ventre. Il vomit et se met à convulser. Une ambulance est appelée et l'enfant est conduit à l'hôpital où il décède. Timothy O'Brien est mort moins d'1 heure après avoir mangé le bonbon. Il avait 8 ans. Dès que la police a été informée de la mort, un effort incroyable a été fait pour alerter les parents que quelqu'un avait distribué des bonbons d'Halloween empoisonnés. De nombreux parents, à Deer Park et dans les environs, ont jeté toutes les friandises que leurs enfants avaient ramenées de leur chasse. L'autopsie de Timothy a révélé que le Pixie Sticks qu'il avait consommé comportait une dose mortelle de cyanure. 4 des 5 Pixie Sticks sont rapidement retrouvés et aucun autre enfant n'avait mangé le bonbon. Les parents du 5e enfant sont devenus hystériques lorsqu'ils ne pouvaient pas localiser le bonbon. Ils se sont précipités à l'étage pour trouver leur fils endormi, tenant le stick empoisonné dans ses mains. Fort heureusement, le garçon n'avait pas pu ouvrir les agrafes et n'avait pas mangé le bonbon empoisonné. Après analyse, le fabricant a prouvé qu'il n'utilisait jamais d'agrafe pour fermer les bonbons. Les pailles étaient scellées par thermocollage.
il est apparu évident que les 5 Pixie Sticks ont été ouverts et trafiqués, remplis de poudre de cyanure et refermés par une agrafe. Selon un pathologiste ayant testé les bonbons, le Pixie Sticks consommé par Timothy contenait suffisamment de cyanure pour tuer 2 adultes, tandis que les 4 autres bonbons contenaient des dosages pouvant tuer 3 à 4 adultes. La police a voulu savoir où les enfants avaient reçu les Pixie Sticks empoisonnés et O'Brien était le seul témoin puisque c'est lui qui les avait directement donnés aux enfants. Au début, il a dit aux enquêteurs qu'il ne pouvait pas identifier la maison et qu'il ne se souvenait pas. Mais lorsque l'histoire s'est propagée à l'échelle nationale, la police a mis de plus en plus la pression sur O'Brien. Il a finalement cédé et localisé la maison. Il a donné aux autorités une description détaillée de l'homme qui a distribué les bonbons. Courtney Melvin a été identifié comme l'homme qui lui a donné le poison. Malheureusement pour O'Brien, Melvin a facilement pu prouver qu'il était au travail à l'aéroport Hobby de Houston jusqu'à 22h30 le soir d'Halloween. Sa femme et sa fille, qui étaient restées à la maison, avaient oublié d'acheter des bonbons et n'ont pas répondu à la porte. Cette erreur de O'Brien a amené les autorités à le soumettre à un test polygraphique, appelé aussi détecteur de mensonges. Il a échoué le test. L'État a donc ouvert une enquête contre Ronald Clark O'Brien. Au fur et à mesure de l'enquête, les policiers ont appris que Ronald O'Brien avait une dette de plus de 100 000 $ et il était incapable de conserver un emploi. Au cours des 10 dernières années, O'Brien avait occupé jusqu'à 21 postes différents. Au moment de son arrestation, il était soupçonné de vol et était sur le point d'être licencié de son travail. Il avait du retard sur le remboursement de ses emprunts bancaires et la maison familiale allait être saisie. La police a découvert aussi qu'O'Brien avait souscrit des polices d'assurance vie pour ses enfants dans les mois précédant la mort de Timothy. En janvier 1974, il avait souscrit une assurance vie de 10 000 $ sur chacun de ses 2 enfants. Un mois avant le décès de Timothy, O'Brien avait souscrit des polices supplémentaires de 20 000 $ chacune, et dans les jours qui ont précédé la mort, il avait à nouveau souscrit une autre police d'assurance, là encore pour 20 000 $ par enfant. Les différentes assurances vie totalisaient environ 60 000 $. La femme de O'Brien a affirmé ne pas avoir connaissance de ces assurances. La police a également appris que dès le lendemain de la mort de Timothy, O'Brien, le père éploré, avait quand même eu le réflexe de téléphoner à la compagnie d'assurance pour savoir comment percevoir l'argent de la mort de son fils. L'enquête a également révélé que O'Brien cherchait à se procurer du cyanure depuis plusieurs mois. Il travaillait comme opticien et grâce à son travail, il savait que le cyanure avait été utilisé autrefois pour polir les montures en or. Mais la technique avait été remplacée par des méthodes plus sécuritaires au fil des ans. Il a parlé à plusieurs personnes d'acheter du cyanure, disant à ses collègues qu'il était intéressé pour apprendre la vieille méthode de polissage. L'État a été en mesure de prouver qu'O'Brien a parlé à au moins 12 personnes au sujet du cyanure, notamment demandant à un ami chimiste quelle quantité de cyanure était nécessaire pour tuer quelqu'un. La seule information que l'enquête n'a jamais pu établir, c'est où et comment O'Brien a obtenu le cyanure. Sur la base des nombreux éléments circonstanciés à charge, la police a émis l'hypothèse qu'O'Brien avait empoisonné les bonbons dans le but de tuer ses enfants pour encaisser l'argent de leur police d'assurance vie et qu'il avait donné des Pixie Sticks empoisonnés aux autres enfants du quartier afin de dissimuler son crime. La police a interrogé à plusieurs reprises O'Brien, mais celui-ci a toujours maintenu son innocence. Étant donné la tournure tragique des événements, l'Amérique entière a été grandement choquée par cette affaire. Il s'agit là non seulement d'un crime odieux, d'un père prêt à tuer ses enfants pour de l'argent, mais également d'un homme qui a osé détruire l'innocence et l'insouciance de la fête d'Halloween. Le procès a eu lieu rapidement et la défense d'O'Brien s'appuie principalement sur l'existence supposée d'un inconnu fou qui distribue des bonbons empoisonnés pour Halloween. C'est cette ligne de défense qui a forgé la légende urbaine que nous connaissons aujourd'hui. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe de son crime et que O'Brien ait toujours affirmé son innocence, le 3 juin 1975, il fut condamné à la peine de mort. Après des années de report et de tentatives juridiques de la part de ses avocats pour faire annuler cette condamnation, le 31 mars 1984, peu après minuit, O'Brien a été exécuté par injection mortelle.
C'était la première fois que le Texas exécutait un détenu par injection létale. Dans sa déclaration finale, O'Brien a maintenu son innocence, déclarant qu'il estimait que la peine de mort était une erreur. Il a déclaré « Je pardonne à tous, et je veux dire à tous ceux qui ont été impliqués dans ma mort, que Dieu vous bénisse et que ses bénédictions soient toujours sur vous. » Depuis ce fait divers sordide, l'Halloween n'a plus jamais été le même. Chaque année revient le spectre du Candyman, l'homme qui a empoisonné Halloween. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et faites de beaux rêves.